Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Inès Gilles, bonjour. Nous nous retrouvons ensemble pour parler notamment de la guerre à Gaza, du conflit Israël-Hamas, mais également évidemment par ricochet de la dimension régionale et donc du Liban et du Hezbollah. Tu es donc journaliste indépendante, tu as collaboré déjà à plusieurs reprises avec nous dans le cadre de notes et d'entretiens sur l'Afghanistan où tu t'es rendu 2 fois, sur Israël-Palestine, sur l'Ukraine où tu es actuellement à Kiev avant de te rendre en Géorgie. Mais là donc nous allons parler Israël, Hamas, Liban. Inès, tu t'es rendue très récemment en Israël et en Palestine, en Cisjordanie je crois. Enfin, du coup peux-tu nous dire plus précisément où et quand, qui as-tu pu rencontrer et avant d'aborder plus dans le détail ce déplacement, nous dire un peu l'impression générale que tu as eue dans le cadre de ce déplacement récent. Alors, j'y suis allée en novembre jusqu'au début décembre. Moi, à la base, je suis basée à Beyrouth, au Liban, et je connais assez bien le terrain israélien, palestinien, puisque j'avais vécu pendant 3 ans et je m'y étais rendue pendant les élections, les dernières élections israéliennes, c'était il y a un an et 3 mois. Et donc, je voulais voir quelle était la situation sur place un mois après le début de la guerre entre le Hamas et Israël et un mois après les massacres du 7 octobre. Donc, je me suis rendue côté israélien à Tel Aviv, à Jérusalem ouest du coup, euh, et, et au kibbutz Gezer pour les funérailles d'une militante qui a été tuée par le Hamas. Et enfin, c'était plutôt à la fin de mon voyage à Haïfa, dans l'Israël. Et côté Cisjordanie, j'ai été donc à Jérusalem-Est, à Ramallah, à Kalandia, qui est le checkpoint en fait où il y a beaucoup de réfugiés palestiniens qui vivent entre Ramallah et Jérusalem. Et puis à Beitounia, donc j'aborderai plus longuement pourquoi ces endroits en particulier. Beitounia, c'est l'endroit où les prisonniers palestiniens ont été relâchés dans le cadre de l'accord d'échange en fait entre Palestiniens et États israéliens. Et enfin à Naplouse, la grande ville assez nationaliste de Naplouse, qui est plus dans le nord de la Cisjordanie. Alors je vais parler un peu plus en détail de pourquoi ces endroits et qu'est-ce que j'en ai retenu sur le terrain. Mais mon impression générale, c'est évidemment la crispation extrêmement forte de la société israélienne, tant sur le plan sécuritaire qu'identitaire. Évidemment sécuritaire parce que voilà, le 7 octobre a été vécu, on l'a dit énormément dans les médias, comme un coup extrêmement dur. C'est pas la première fois que l'armée israélienne euh, et un petit peu que les illusions sur l'armée israélienne ou le mythe de l'armée israélienne est un petit peu cassé. On l'avait déjà vu en 2006. Mais là, pour le coup, étant donné le nombre de personnes civiles qui ont été tuées, c'est quand même un coup hors norme qui est porté aux forces de sécurité israéliennes. Et la crispation identitaire parce que alors, la droitisation de la société israélienne, on en parle depuis longtemps, plus particulièrement depuis la seconde intifada. Mais là, c'est tout espoir de vie côte à côte avec les Israéliens, avec les Palestiniens, pardon, qui s'effondre, même parmi la gauche, une large partie de la gauche radicale israélienne, des personnes qui sont plutôt voilà de gauche. Voilà plus marquées, qui votent pour le Meretz par exemple aux élections, sont extrêmement virulentes vis-à-vis même de la population civile de Gaza. Donc il y a des discours très très durs et très racistes qui imprègnent la société israélienne aujourd'hui. Et côté palestinien, globalement, c'est évidemment la montée du Hamas dans la population palestinienne. Il faut alors moi, j'ai pas du tout été à Gaza parce que on peut pas y rentrer, alors sauf accompagné de l'armée israélienne avec toutes les contraintes que ça impose. Il faut évidemment euh, prendre en compte les particularités. Donc, il y a des Palestiniens d'Israël
qui sont dans une situation très particulière, j'en parlerai plus tard. Les Palestiniens de Cisjordanie et les Palestiniens résidents de Jérusalem, ils sont tous dans une situation très particulière. Mais globalement, je peux dire qu'en Cisjordanie, c'était très clair dès novembre où le Hamas est en train de monter. Les sondages qui ont été effectués l'ont confirmé. Au-delà d'un vrai approbation, d'une vraie comment dire d'une population qui suit un parti, c'est la lutte armée en fait la volonté d'une lutte armée qui monte dans la société palestinienne. Alors, justement, avant peut-être d'aborder vraiment le conflit en lui-même, pour rester ce que tu quand dernière, justement, de développer peut-être sur les conséquences politiques du conflit en cours, et une fois fini, parce que évidemment, il faut que c'était le plus rapidement possible, mais cette guerre doit quand même bien finir un jour. Les conséquences politiques en Israël par rapport à Netanyahou, à l'extrême droite israélienne avec laquelle il s'est associé, hein, cette extrême droite fascisante, voire davantage. Justement, la gauche israélienne que tu évoquais, le Meretz ou Avoda, enfin le Parti travailliste, le camp de la paix, et côté palestinien, le Hamas, tu en as parlé, mais peut-être que tu en as parlé davantage, mais aussi où en est le Fatah, et est-ce qu'il y a une voie politique divergente, différente, alternative en Palestine qui émerge ou qui pourrait émerger? Alors côté israélien, j'ai travaillé là-dessus parce que il y avait des petites manifestations anti-Netanyahou en novembre. Alors il faut rappeler que Israël a été marqué par des mouvements anti-réforme de la justice, où on se rappelle ces énormes manifestations à Tel Aviv, à Jérusalem pendant des mois, et évidemment ça marque une société malgré le choc du 7 octobre. Il y a une partie de la société israélienne qui est radicalement opposée à la présence de Netanyahou comme Premier ministre. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut avoir bien en tête. Cependant, le choc du 7 octobre relaie cette question au second plan. Quand j'y étais, et c'est toujours le cas aujourd'hui, il y a beaucoup d'Israéliens qui disent mais ce ne sont pas des questions à aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un temps pour la guerre. Et le temps pour la politique, il viendra après. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre même parmi les personnes qui sont très critiques vis-à-vis de Netanyahou et de sa pratique du pouvoir, et des affaires de corruption, évidemment, dans lesquelles il est inquiété. Mais dès novembre, alors notamment sur cette rue Kaplan, qui est un peu la rue, c'est au centre de Tel Aviv, c'est la rue des manifestations à Tel Aviv. Il y avait des espèces de mini-manifestations, mais c'était une population assez particulière qu'on retrouvait. C'est plus particulièrement des personnes souvent retraitées qui sont voilà, qui appartiennent aux juifs ashkénazes, cette communauté plutôt très traditionnellement marquée à gauche, et toujours très critique du Likoud, hein, le parti de Netanyahou. Donc c'était des tout petits blocs de personnes qui manifestaient, mais tous les jours, voire 2 fois par jour, à Tel Aviv. Et chose intéressante, pour avoir un petit peu plus de bruit, et rejoignaient en fin de journée les manifestations des familles d'otages qui avait lieu aussi quotidiennement à Tel Aviv, mais qui était évidemment beaucoup plus grosse parce que la question des otages israéliens fédère, et c'est normal puisqu'il y a beaucoup plus d'émotions et d'urgence, fédère beaucoup plus que la question de la démission de Netanyahou, qui sont voilà des questions plus politiques. Mais on peut dire, malgré le fait que les manifestations Netanyahou, alors depuis elles ont grossi. Je pense qu'il y a eu certains événements qui ont fait sortir un petit peu plus les Israéliens dans la rue contre Netanyahou. Il y a eu peut-être ce drame qui a eu lieu à Gaza, c'est ces 3 otages israéliens qui ont été tués par l'armée israélienne, malgré quand même tous les signes qui montraient qu'ils n'étaient pas des membres du Hamas, des militants armés. Je pense que ça a été un choc pour la société qui peut-être s'est un petit peu plus rallié dans le camp pour le cessez-le-feu, parce que là, c'était des Israéliens qui ont été tués. Et puis, il y a eu la reprise du procès de Netanyahou pour corruption.
dans plusieurs affaires de corruption. Peut-être que ça a remis un petit peu ces histoires sur la table. Euh, et, euh, et les Israéliens ça reste minoritaire parce qu'encore une fois, il y a la question de la guerre et une majorité d'Israéliens veulent la poursuite de la guerre à Gaza du fait de l'émotion créée par le 7 octobre et de voilà, toute la colère qui traverse la société israélienne aujourd'hui. Mais de plus en plus, une partie des Israéliens considère que Benjamin Netanyahou ne peut pas gouverner en temps de guerre, il ne peut pas mener cette guerre, la guerre à Gaza et la guerre dans le front nord contre le Hezbollah et les factions qui sont présentes sur le terrain libanais, parce que le but de Benjamin Netanyahou, selon eux, est de garder le pouvoir pour être protégé contre un possible emprisonnement. Mais à l'heure actuelle, on ne voit pas des élections israéliennes se dessiner dans l'immédiat. Il est vrai que Benjamin Netanyahou fait tout pour se maintenir au pouvoir. Est-ce qu'il a la main sur tout ce qui se passe à Gaza et dans le front nord? Non, puisqu'il y a un cabinet de guerre qui est quand même formé, où les décisions sont prises de manière collective, mais il est très probable qu'il fasse le possible pour que la guerre s'éternise, et notamment sur le front nord, où on voit qu'Israël est assez provocatrice vis-à-vis du Hezbollah. J'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, en Israël, c'est assez difficile de voir ce qui se dessine. Les sondages ont montré que le Likoud, donc le parti Netanyahou lui-même et la coalition dans son ensemble s'est effondrée parmi la population israélienne, pardon. S'il y avait des élections aujourd'hui, ils ne seraient pas en mesure de reformer un gouvernement. Je rappelle juste rapidement que le système israélien, ce sont des coalitions qui se forment. Donc il y a des élections parlementaires, une coalition se forme et celle qui est plus à même de former un gouvernement peut former une coalition gouvernementale en désignant un premier ministre. Et aujourd'hui, les partis donc qui sont qui sont alliés au Likoud, donc les formations religieuses et d'extrême droite, ne seraient pas en mesure de former un gouvernement. Qu'est-ce qu'on voit à la place? C'est très difficile à dire parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, la crispation sécuritaire et identitaire en Israël est très forte. Donc, on ne peut pas imaginer, par exemple, des mouvements de gauche, même de centre-gauche, prendre le relais parce que c'est pas du tout ce qui se dégage dans la société israélienne. Peut-être une figure comme Benny Gantz, qui est l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, qui incarne un petit peu cette force militaire que les Israéliens semblent vouloir en ce moment, pourrait prendre le relais, en tout cas comme Premier ministre. Mais au niveau des forces politiques, on a un petit peu du mal à voir ce qui dégage aujourd'hui. Donc ça, c'est du côté israélien, mais évidemment, quand la guerre à Gaza prendra fin, alors c'est pas immédiat, parce que là, il y a un cessez-le-feu, une proposition de cessez-le-feu qui avait été proposée par le Hamas. Le gouvernement, enfin Israël, l'a refusé. Mais quand la guerre à Gaza prendra fin, le cabinet de guerre auquel fait partie Benny Gantz devra cesser. Et là, des élections israéliennes vont émerger. Une fois que les élections israéliennes seront en préparation, ce sera la mort politique de Benjamin Netanyahou presque assurée. Côté palestinien, c'est un petit peu plus, la situation est plus bloquée évidemment parce qu'il n'y a pas eu d'élections depuis très longtemps. Il devait y avoir des élections en 2021, mais Mahmoud Abbas a décidé d'annuler ce scrutin. Alors, c'est assez verrouillé, à la fois c'est assez compliqué puisque à Gaza, le Hamas a encore des ambitions politiques. Il l'a fait savoir. Il aimerait être de retour pour le contrôle de la bande de Gaza. C'est très difficile à imaginer côté israélien. Après le 7 octobre, non seulement les Israéliens ont du mal à imaginer un contrôle de l'autorité palestinienne, enfin un retour de l'autorité palestinienne à Gaza, mais alors si c'est le Hamas, ce serait
assez inenvisageable. Donc l'avenir de Gaza est pour l'instant extrêmement flou. Et pour ce qui est de la Cisjordanie, la situation est toujours très bloquée puisqu'on a un président palestinien, on l'a répété pendant très longtemps, depuis des années, qui est extrêmement impopulaire, qui est corrompu, qui est très critiqué par la population palestinienne pour diverses raisons. Les sondages montrent que plus de 80% des Palestiniens veulent la démission de Mahmoud Abbas, qui est donc affilié au Fatah. Euh, qui pourrait prendre sa place? Le Premier ministre palestinien, Shtayyeh, est un peu plus populaire parce qu'il a plutôt bien géré des crises comme la crise du Covid. Il est un petit peu plus ouvert au dialogue avec le Hamas. Les Palestiniens sont très demandeurs d'une réconciliation entre le Hamas et le Fatah, donc ils aimeraient pouvoir voir une personnalité fédératrice, voilà, se dégager. On a aussi Mohamed Dahlan qui est bien ancré à Gaza, qui discute aussi avec le Hamas, qui a des soutiens internationaux, notamment avec les Émirats arabes unis. Et puis évidemment Marwan Barghouti, qui est issu du Fatah, qui incarne un, un Fatah un petit peu plus proche de la lutte. Alors de la lutte armée, je ne sais pas parce que je ne sais pas où est-ce qu'il se positionne exactement vis-à-vis des armes ou non, mais en tout cas de la lutte contre l'occupation, contre la colonisation, il est plus actif sur ces questions. Malgré le fait qu'il soit emprisonné, hein, c'est un personnage politique encore assez actif. Il est en lien avec le Hamas dans les prisons. Donc, c'est quelqu'un qui parle avec d'autres factions palestiniennes. Par ailleurs, il parle très bien hébreu, une langue qu'il a appris dans les prisons, et il est en lien avec les autorités israéliennes, évidemment. Donc, c'est une personne peut-être un petit peu plus fédératrice, mais est-ce que les Israéliens sont prêts à libérer un personnage dont on ne sait pas trop le projet politique et notamment sa position sur la lutte armée? C'est très peu probable. Les Israéliens, je pense, aimeraient quelqu'un de plus contrôlable pour prendre la tête de l'autorité palestinienne une fois que Mahmoud Abbas laissera la main. Et on ne voit pas de personnalité se dégager au sein de la société palestinienne, mais ça, c'est aussi, c'est pas la faute des Palestiniens, je dirais, parce que c'est pas faute d'essayer. Et la jeunesse palestinienne est en demande de changement, est en demande de renouveau du discours politique depuis très longtemps. Il y a eu beaucoup d'initiatives pacifiques, de mouvements pacifiques contre la colonisation, contre l'occupation, qui ont émergé depuis des années et qui ont été étouffés non seulement par l'autorité palestinienne, mais aussi par Israël, puisque les deux coopèrent pour on va dire la, dans le cadre sécuritaire en Cisjordanie. Donc les mouvements émergents qui risquent de mettre à mal euh, la, la mainmise de l'autorité palestinienne et d'Israël en Cisjordanie, incluant Jérusalem-Est, ils n'arrivent pas à émerger parce qu'ils sont étouffés, quoi. Merci Inès pour ce panorama, pardon, ce panorama très, très, très précis. Revenons, si tu veux bien, à la guerre et comment envisager la fin de cette guerre, la fin de ce conflit qui a débuté, voilà, déjà plus de 4 mois, hein, on est le 9 février. Euh, Est-ce que ça mettra fin avec la libération de tous les otages israéliens, avec le Hamas éradiqué, pour reprendre la rhétorique de Netanyahou, mais ce qui paraît, même si ça paraît un vœu pieux de sa part, ou en tous les cas les cadres militaires et politiques, enfin, comment envisager la fin de cette guerre à court ou moyen terme? Alors, c'est très difficile de faire de la prospection sur ce terrain en particulier, sachant que déjà personne n'a imaginé le 7 octobre, personne n'a vu les choses venir telles qu'elles sont. Mais actuellement, il semble difficile d'imaginer un cessez-le-feu, en tout cas dans les conditions imaginées d'un côté par le Hamas et de l'autre par Israël, puisque, comme je l'ai dit, Israël ne peut pas envisager un contrôle de la bande de Gaza par le Hamas. Mais le Hamas a encore des ambitions politiques à Gaza. Donc,
au vu des ambitions d'un côté et de l'autre, voilà, au niveau politique en tout cas, c'est assez difficile d'imaginer un accord. Au niveau militaire, je suis pas, j'étais pas à Gaza récemment, voilà, et je suis pas experte des questions militaires, mais il semble quand même qu'Israël ait avancé assez rapidement dans la bande de Gaza euh, et porte un coup très dur non seulement au Hamas, mais évidemment à la population civile, puisque les chiffres de morts civiles sont extrêmement élevés. C'est des chiffres du Hamas, mais des chercheurs qui travaillent sur la question confirment en fait qu'il y aurait plusieurs dizaines de milliers de civils morts, dont plus de 10 000 enfants à Gaza. Donc le coup est très dur pour la population sur place et pour le Hamas. Malgré tout, le mouvement islamiste semble tenir sur le plan militaire. On voit que la motivation au combat n'est pas non plus complètement cassée. Il y a eu des coups très durs portés à l'armée israélienne, notamment cette attaque du Hamas qui avait tué plusieurs soldats. Il me semble que c'était il y a une dizaine de jours, il y a 2 semaines. Et même dans le nord de la bande de Gaza, qui est censée être contrôlée par l'armée israélienne, le Hamas arrive encore à porter des coups durs, des opérations contre l'armée israélienne. Donc on voit mal les choses se dessiner pour un cessez-le-feu aujourd'hui. Les otages israéliens, alors la société israélienne fait de plus en plus pression, et notamment, comme je l'ai dit, après ces drames qui ont eu lieu, enfin ce drame en particulier où 3 Israéliens ont été tués par l'armée israélienne. Néanmoins, il y a quand même une petite une idée en fait qui a émergé dans la société israélienne qui est assez nouvelle, c'est que les otages israéliens, pour la première fois, pourraient être sacrifiés pour la- l'objectif de guerre israélien qui est d'éradiquer le Hamas. Et c'est assez jamais vu parce que dans l'histoire israélienne, il y a toujours eu cette volonté de récupérer les otages israéliens et même les dépouilles des Israéliens, des soldats israéliens morts au prix de tractations assez lourdes pour Israël. Hein. Quand il y a eu ce deal pour l'échange, enfin, pour la libération de Gilad Shalit, c'était au moins 1 millier de prisonniers palestiniens qui ont été libérés. Aujourd'hui, il y a quand même et notamment pour les partisans du Likoud, cette idée que bon bah les otages israéliens, s'il faut les abandonner, on les abandonnera tant que les objectifs de guerre sont sont atteints par Israël, continuent d'être atteints par Israël, à savoir l'éradication du Hamas. Et ça, c'est le dernier point que tu as soulevé, l'éradication du Hamas. C'est un point très compliqué parce que finalement, l'éradication du Hamas, elle est impossible. J'avais interrogé une chercheuse qui s'appelle Sarah Daoud, euh, qui travaille à au Sciences Po, qui travaille, mais de toute façon, le Hamas, c'est pas Daesh euh, voilà, qui prend racine dans la société palestinienne et il va émerger d'une forme ou d'une autre dans le futur, notamment au vu de traumatismes que constituent les bombardements israéliens aujourd'hui à Gaza, que ce soit le Hamas ou un autre mouvement de lutte armée. Quelque chose émergera de la part de ces adolescents, par exemple, ces adolescents qui sont traumatisés, qui ont perdu des proches, qui ont eux-mêmes été victimes de bombardements, dont la maison a été détruite. Donc le Hamas, finalement, il est impossible à éradiquer. Et il est présent sur d'autres terrains. Il est présent au Qatar, il est présent au Liban, il est présent en Cisjordanie. Est-ce que l'armée israélienne, le gouvernement israélien va revoir ses ambitions à la baisse? On a déjà vu dans le débat que pour certains Israéliens, une éradication du Hamas, ça signifie en fait une éradication de la force de frappe, de la force militaire du Hamas. Bon, on n'en est pas encore là, même si on peut imaginer que les, la destruction
des structures militaires du Hamas, c'est quelque chose de plus envisageable qu'une éradication du Hamas en soi. Mais on voit que le Hamas quand même tient le coup à Gaza et défend quand même fortement ses positions, notamment du fait de ces tunnels qui lui permettent de se déplacer sous terre et de porter des coups durs quand même à l'armée israélienne. Donc oui, le fin du conflit, difficile à pronostiquer, entre guillemets, quand prendra fin ce conflit, mais bon, viendra bien un jour où le temps politique succédera au temps militaire. Donc, comme la solution à deux États semble quand même devoir s'imposer, semble en tous les cas la solution la plus viable, mais comment l'organiser? Est-ce qu'on l'imagine mal, un face-à-face Israël-Palestine? La nécessité de la présence d'acteurs extérieurs semble évidente, notamment les États-Unis. On peut même dans un contexte différent, en 91, après la guerre dite du Golfe, Koweït, on avait tordu le bras d'Isaac Shamir pour participer à la conférence de Madrid. Donc là, on imagine évidemment les États-Unis incontournables, mais peut-être également la nécessité de partenaires, d'acteurs régionaux, et je pense évidemment à l'Arabie Saoudite. Enfin, quel est ton point de vue sur cet après temps militaire, ce temps politique et les différents acteurs dans ce moment-là? Alors la solution à deux États, elle a réémergé les dernières semaines. On a vu avec notamment les diplomates européens, américains qui ont remis sur la table la nécessité d'un dialogue pour cette solution. Euh, c'est c'était assez étonnant ou pas, hein. Peut-être que c'est aussi une volonté de remettre un petit peu les choses sur la table en disant bah sans État palestinien, sans solution politique, le conflit va jamais cesser, ce qui n'est pas faux, puisque les dernières années, Israël avait misé sur le statu quo, c'est-à-dire la poursuite de l'occupation de la Cisjordanie, incluant Jérusalem-Est, le blocus à Gaza, et puis envoyer de l'argent au Hamas pour qu'il calme un petit peu ses velléités. Tout ça, ça ne fonctionne pas en fait, parce que les Palestiniens aspirent à autre chose, ils aspirent à un État. Et l'occupation, la colonisation, le blocus, c'est pas des solutions pour la population palestinienne. Euh, Est-ce qu'on peut envisager une solution à deux États? Je crois que la société israélienne, plus que jamais, ne l'accepterait pas en l'état actuel. Après, il y a aussi des leaders parfois qui émergent et qui font accepter des solutions impopulaires pour les populations. Mais on n'est pas au début des années 90 dans la société israélienne. Alors notamment, il y a eu une droitisation de la société sur les questions sécuritaires, un durcissement de l'opinion publique israélienne qui est évidente et qui dure depuis longtemps. Après le 7 octobre, moi j'ai parlé à des Israéliens qui sont plutôt de gauche, voire de gauche assez prononcés, pas seulement du mouvement travailliste, mais qui ont toujours prôné un dialogue avec les Israéliens. Notamment quand je me suis rendue aux funérailles de Viviane Silver, qui est cette militante de gauche radicale qui avait milité pour le dialogue avec les Palestiniens. J'ai rencontré beaucoup de militants de la gauche israélienne. Alors certains n'ont pas bougé dans leur dialogue et ils sont toujours en faveur d'un État palestinien, d'une fin de la colonisation israélienne. Mais d'autres personnes m'ont dit, après le 7 octobre, on ne pense plus du tout de la même manière. Et le fait d'imaginer les Palestiniens voisins d'Israël avec un État et un leadership palestinien côte à côte avec Israël, c'est aujourd'hui inenvisageable, même parmi une partie de la gauche israélienne. Donc on voit bien que au niveau de la société israélienne, la population ne le souhaite pas. Le gouvernement israélien ne le souhaite pas. Netanyahou l'a quand même affirmé depuis très longtemps, depuis sa première arrivée au gouvernement à la fin des années 90, et puis depuis son retour dans les années 2000, il ne souhaite pas la création d'un État palestinien. C'est aussi sur ça qu'il capitalise ses soutiens politiques auprès de la société israélienne, auprès de la droite.
Et évidemment, il est allié avec les plus radicaux, des plus racistes, voilà, qui sont le parti sioniste religieux et le parti puissance juive. Donc d'un côté, Bezalel Smotrich, qui est ministre des Finances, et l'autre, euh, Itamar Ben-Gvir, qui est ministre de la Sécurité, enfin, on dirait, voilà, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité nationale. Ces deux personnages ont des propos et des projets extrêmement violents vis-à-vis des Palestiniens. Au-delà même d'un refus de l'État palestinien, ils veulent une colonisation très active de la Cisjordanie et de Jérusalem, incluant Jérusalem-Est, que eux appellent Judée-Samarie. Donc il y a rien en Israël qui voit émerger une volonté d'État palestinien. Du côté palestinien, c'est c'est un petit peu compliqué parce que contrairement à ce qu'on peut entendre parfois dans les médias, notamment je pense plutôt aux chaînes d'information en continu, il y a toujours eu du côté palestinien comme du côté israélien une partie de la population qui était favorable à la création, enfin à la solution à deux États. Cependant, les dernières années, cette partie s'est affaiblie de plus en plus, notamment parce que les Palestiniens perdent confiance en l'autorité palestinienne, mais aussi en les Israéliens. Ils voient qu'il n'y a aucune initiative qui est faite pour la fin de l'occupation, la fin de la colonisation, et même que cette colonisation s'intensifie. Euh, donc, il y a pas de confiance du côté palestinien, il n'y a pas de confiance du côté israélien, évidemment. Et puis, les, la radicalité aussi, elle prend de plus en plus forme dans la société palestinienne du fait de l'absence de perspective politique. L'attaque du Hamas le 7 octobre est plutôt vue d'un bon œil par une partie de la population palestinienne en Cisjordanie, parce que pour une fois, les Palestiniens ont réussi à renverser la table. C'est de ce côté, c'est plutôt cette manière dont ils le voient. Euh, c'est c'est pas que les Palestiniens veulent que les civils israéliens meurent. D'ailleurs, il y a beaucoup de Palestiniens qui relaient, voilà, ce sont des fausses informations, hein, qui disent que les civils israéliens qui sont morts le 7 octobre, c'était à cause de l'armée israélienne qui a un peu tiré dans le tas. Voilà, donc ils essaient de justifier en fait les morts civiles des moyens un petit peu, je pense, qui leur permettent d'accepter ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais l'action du Hamas a été vue d'un bon œil. Le Hamas progresse. Quand je me trouvais, donc j'étais à Naplouse et à Beitounia pour la libération, c'était le premier deal, le premier accord sur la libération, l'échange entre les prisonniers palestiniens et les otages israéliens qui avait eu lieu en novembre. Et il y avait énormément de drapeaux du Hamas dans la rue. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça en Cisjordanie, hein, parce que d'habitude, le Hamas, il est assez réprimé par les autorités palestiniennes en coordination avec Israël. Et à Naplouse, c'était que des drapeaux du Hamas pour la libération des Palestiniens, des prisonniers palestiniens. Il n'y avait pas un seul drapeau du Fatah qui flottait dans les rues. Il y avait une espèce d'énorme fête populaire qui avait été organisée à l'occasion de cet accord. Et à Beitounia aussi, où ont été relâchés, c'est une ville qui est pas très loin de Ramallah. C'était le lieu de libération des prisonniers palestiniens. Il y avait des drapeaux du Fatah et des drapeaux du Hamas qui avançaient voilà, qui étaient portés par la manifestation extrêmement forte de milliers de Palestiniens sur place. Euh, et à Ramallah, on voit de temps en temps des petites manifestations avec ces slogans pro 7 octobre qui émergent. Donc voilà, enfin il y a aussi une tendance dans la société palestinienne qui va plus vers la lutte armée, en tout cas parce que la, la popularité du Hamas, elle s'exprime pas seulement par une adhésion au projet du Hamas, mais c'est avant tout une adhésion à la lutte armée. Et le Hamas est vu comme le groupe
palestiniens qui portent le mieux la lutte armée et les aspirations des Palestiniens. Donc c'est vers le Hamas que les Palestiniens se tournent. Mais je ne pense pas que ça veut dire que le projet du Hamas est accepté par l'ensemble des Palestiniens. Et d'autre part, je pense que c'est un aspect que j'ai pas abordé, mais quand j'ai dit que j'étais allée à Haïfa, en fait, c'était pour travailler sur la question de la coexistence entre Palestiniens, citoyens d'Israël et Israéliens juifs. Il y a aussi des cassures, des scissures, enfin, des divisions profondes dans la société israélienne qui vont, je pense, avoir un impact pour un long moment. C'est la question notamment des Palestiniens citoyens d'Israël et de leur sort aujourd'hui. Alors, depuis le 7 octobre, au lendemain du 7 octobre, ces Palestiniens ont été extrêmement solidaires vis-à-vis de la population juive israélienne. Il y a eu beaucoup d'actions humanitaires, de solidarité qui ont été organisées. Il y a eu beaucoup de condamnations, notamment au sein des leaders palestiniens israéliens. Mais je crois que ça n'a pas été entendu par la société israélienne juive qui considère qu'il n'y a pas assez qui a été fait. Et du coup, la société, enfin les Palestiniens qui sont du coup citoyens d'Israël ont été immédiatement très condamnés en disant vous n'en faites pas assez et leur parole n'a pas eu vraiment été entendue, n'a pas eu d'écho, a été beaucoup étouffée. Et je crois qu'il y a une colère qui est assez grande parmi cette population qui n'arrive pas à s'exprimer en fait, qui n'arrive pas à exprimer sa voix. Alors il y a énormément de voix diverses parmi les Palestiniens citoyens d'Israël. On ne peut pas les présenter comme un bloc homogène, mais globalement, moi j'ai senti qu'il y avait une condamnation du 7 octobre, mais aussi une condamnation des attaques israéliennes à Gaza, enfin de l'offensive israélienne à Gaza. Et ils sont dans une situation très délicate parce qu'en Israël, depuis le 7 octobre, il est très difficile de condamner l'armée israélienne et notamment les morts civils à Gaza. Donc, dès qu'ils essayent d'élever la voix en essayant de parler pour les civils à Gaza, de condamner les morts civiles, les morts des enfants, il y a une espèce de réaction de la société israélienne qui les accuse d'être des alliés du Hamas. Donc, il y a des choses très, très violentes qui se passent, je crois, au sein de la société israélienne. Et notamment, j'avais parlé à un leader très, très éminent qui a cofondé l'association Abraham Initiative. Alors, je vais retrouver son nom, qui est donc un Palestinien citoyen d'Israël qui a de la famille à Gaza. Alors, je retrouve, c'est le docteur Tabet Abouras, qui connaît bien le président israélien, qui fait des réunions des réunions de manière assez répétée avec la Knesset. Et il a posté sur Facebook un post pour le cessez-le-feu à Gaza en disant « Pensez aux enfants de Gaza ». Et les services de renseignement israéliens l'ont appelé juste après en le menaçant, en lui disant « Mais est-ce que vous soutenez le Hamas ? Pourquoi vous avez fait ce post ? C'est un post très tendancieux qui pourrait vous amener en justice si vous continuez à appeler au cessez-le-feu. » Il y a d'autres figures, notamment à Haïfa, j'ai rencontré les représentants de Standing Together, qui est une association de dialogue entre Palestiniens et Israéliens au sein de Palestiniens israéliens et d'Israéliens juifs au sein de la société israélienne. Ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils n'arrivent pas à porter un discours sur le dialogue, rien qu'au sein de la société israélienne, hein, sur le dialogue entre arabes et juifs. Aujourd'hui, c'est devenu presque impossible
c'est devenu totalement subversif de parler de coexistence entre Arabes et Juifs. Et il n'arrive pas à organiser de manifestations contre l'offensive israélienne à Gaza, parce que il porte un message aussi sur le cessez-le-feu à Gaza, sur les otages israéliens, sur la libération des otages, sur le sort des civils à Gaza. Et c'est quelque chose qui est devenu totalement inaudible aujourd'hui en Israël, de parler du sort des civils et du dialogue entre Arabes et Juifs. Donc, rien que l'état en fait de la société israélienne, quand on parle des Palestiniens citoyens d'Israël et des Juifs israéliens, l'absence de dialogue, la fracture qui s'est créée au sein de la société israélienne, elle montre à quel point le dialogue est impossible. Si le dialogue est impossible, je crois presque impossible ou totalement marginal entre les Arabes israéliens et les Juifs israéliens, alors on a du mal à imaginer comment imaginer un dialogue entre les Palestiniens de Cisjordanie, de Gaza et les Israéliens. D'où l'immense difficulté pour que ce soit les États-Unis, de toute façon, qui devraient être les maîtres d'œuvre, la grande difficulté d'imposer une solution à deux États dans ce contexte. Enfin, ça paraît complètement. Ouais. Ou alors de tordre complètement le bras et aux sociétés, enfin aux deux sociétés israéliennes et palestiniennes. Et la solution, je voulais ajouter ça, la solution à deux États, elle est aussi très difficilement envisageable dans le contexte actuel qui est le morcellement de la Cisjordanie. Il y a à l'heure actuelle des centaines de milliers de colons, donc c'est environ 500 000 colons et bien plus si on inclut Jérusalem-Est évidemment, qui sont présents dans les colonies israéliennes de Cisjordanie, incluant Jérusalem-Est. Alors, il y a des débats sur est-ce qu'ils peuvent être dans le cadre d'un accord sur la création d'un État palestinien, qui quand même paraît très chimérique, mais dans le cadre d'un accord, est-ce qu'ils peuvent pas être expulsés, relogés? Il y a des possibilités parce que les colons israéliens, ce ne sont pas tous des fanatiques religieux qui veulent absolument vivre dans ce qu'ils appellent la Judée-Samarie. Il y a beaucoup de personnes qui s'installent dans les colonies pour des raisons économiques, parce que ça coûte moins cher que de vivre dans certaines villes en Israël. Et il y a peut-être des plans de relocalisation qui sont envisageables pour ces personnes, mais il y a aussi des individus qui sont extrêmement radicaux dans ces colonies, qui sont pas du tout prêts à partir. Alors, on a en tête les expulsions de 2005, quand Israël a quitté Gaza de manière unilatérale. Bon, on parlait de quelques milliers de colons, il me semble que c'était 5000 colons, voire un petit peu plus. Et rien que ça a été un traumatisme immense pour le mouvement de colonisation. Et aujourd'hui, on voit des débats sur le retour à Gaza des colons israéliens. Donc rien que quelques milliers de colons israéliens, ça avait été très difficile, notamment alors déjà sur le plan militaire, parce qu'on se souvient des images qui avaient été voilà, qui montraient que les gens n'étaient pas du tout prêts à partir. Et sur le plan politique, ça a laissé des séquelles parce que les Israéliens très très marqués à droite nous disent aujourd'hui, mais regardez ce qui s'est passé à Gaza, c'est à cause de ça qu'il y a eu le Hamas, alors que ça, ce sont souvent des manipulations politiques, c'est un narratif qui est très contestable. Alors, on n'imagine pas en Cisjordanie chassés par la force des centaines de milliers d'Israéliens. C'est quand même assez difficile à envisager du fait des crispations aujourd'hui. Il y a des colons qui sont surarmés aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait chasser des gens qui savent se défendre? Ils ont fait ils se sont formés sur le plan de l'autodéfense, ils ont des armes de plus en plus. Ils en avaient déjà avant le 7 octobre, mais ils sont encore plus armés depuis le 7 octobre. Dans un contexte pareil, on peut pas imaginer la création d'un État palestinien, en tout cas dont le territoire serait continu. Du coup, il y a des voix qui émergent sur la possibilité d'autres scénarios, notamment une confédération avec deux, voilà, une fédération palestinienne, une fédération israélienne, deux États qui vivraient
qui vivrait pas de manière totalement indépendante, puisqu'une partie de la population israélienne pourrait rester sur l'État palestinien, une partie de la population palestinienne pourrait rester sur l'État israélien, le retour des réfugiés palestiniens pourrait être envisagé. Ce sont des utopies qui sont toujours intéressantes à discuter parce que finalement, aujourd'hui, même l'État palestinien apparaît utopique au vu du morcellement des territoires palestiniens, au vu de la situation politique qui est pas du tout, notamment du côté israélien, hein, qui ne veut pas d'État palestinien. Est-ce qu'un État palestinien aujourd'hui est pas totalement utopique et est-ce que la situation risque finalement pas de pourrir telle qu'elle est euh, avec un statu quo plutôt favorable avec Israël, on peut le craindre parce que le mouvement des colons les plus radicaux s'est renforcé et on n'imagine pas que ces gens vont partir d'ici demain de Cisjordanie, quoi. Merci Inès. Enfin, difficile d'être optimiste sur ce sujet. La dernière question portera sur le front nord que tu as évoqué au début de cet entretien. Bon, si tu peux nous parler justement du conflit entre donc Israël et le Hezbollah, donc au nord, entre Israël, au niveau de la frontière libano-israélienne. Alors moi, je suis basée au Liban, comme j'ai dit. J'étais retournée au Liban en décembre après Israël-Palestine, et j'y étais aussi en janvier, juste avant de me rendre en Ukraine en début de semaine. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Liban qui en fait montrent que la situation au Liban, mais comme dans l'ensemble du Moyen-Orient, c'est une situation où on a un gros point d'interrogation qui auquel on fait face parce que personne ne sait si la situation peut dégénérer d'un jour à l'autre. Alors, globalement, au Liban, ce qui s'est passé, c'est que le Hezbollah s'est positionné en faveur en défense du Hamas dès le lendemain du 7 octobre, euh, en, euh, euh, en ouvrant en fait ce front au sud du Liban. Il y a des combats qui sont de plus en plus intenses en fait au fil des mois euh, et qui ont gagné en intensité notamment à partir de janvier à la frontière entre le Liban et Israël. Il y a beaucoup de choses à dire en fait déjà sur le Hezbollah. En fait, au début, les Libanais, notamment les Libanais des quartiers à majorité chiite, parce que c'est eux qui risquent de connaître le plus de pertes civiles, en fait, dans le cas d'un conflit ouvert avec Israël, d'un conflit de haute intensité, je veux dire, ils, ils craignaient d'une manière extrêmement vive. Enfin, je pense que c'est difficile d'expliquer la peur qui a habité la population libanaise à partir du 8 octobre, euh, parce que les Libanais se souviennent de 2006, et notamment les Libanais de la communauté chiite qui ont qui ont souffert de manière extrêmement forte des bombardements israéliens dans les quartiers chiites, et je pense notamment au quartier du sud de Beyrouth à Darhir, mais aussi au sud Liban. Je parlais avec des Libanais qui avaient tous, après voilà, c'est parce que les gens sont habitués aux guerres, ils avaient tous un plan B chez un ami chrétien, chez un ami sunnite, dans les quartiers à majorité chrétienne, dans les villages du nord du Liban, ils avaient tous un plan B de fuite pour partir parce ils craignaient de manière imminente un conflit de haute intensité avec Israël. Alors, au fil des mois, et surtout au fil des discours de Hassan Nasrallah, qui s'est prononcé au moins 5 fois pour l'instant, enfin, qui a fait 5 allocutions au moins, on a vu que le Hezbollah ne voulait pas rentrer là-dedans. Alors, ce que le Hezbollah veut, c'est montrer à sa base la plus motivée, la plus déterminée, qu'il soutient les Palestiniens et qu'il soutient notamment son allié Hamas.
avec lequel voilà des rapprochements très forts ont eu lieu les dernières années. Les représentants du Hamas se sont rendus au Liban, je pense notamment à Ismaël Haniyeh, parce que le Hamas, après voilà une brouille qui a eu lieu, le Hamas au début de la guerre en Syrie avait critiqué fortement Bachar al-Assad, donc avait dû partir de Syrie et s'était brouillé avec l'Iran. La réconciliation a eu lieu et donc par ricochet la réconciliation avec le Hezbollah a eu lieu. Et donc le Hamas et le Hezbollah sont considérés comme des alliés. Le Hezbollah a voulu montrer qu'il soutenait son allié, qu'il soutenait aussi la population civile palestinienne en menant ce conflit dans le sud Liban avec Israël. Mais le Hezbollah ne veut pas rentrer dans quelque chose de plus grand déjà parce qu'il n'en a pas les moyens. Il risque de connaître un échec, mais aussi parce qu'il le sait très bien, la population libanaise n'est absolument pas prête pour un conflit avec violent avec Israël. Alors déjà parce qu'il y a le traumatisme de 2006, mais aussi parce que les Libanais sont plongés dans une crise pardon très violente globalement depuis 2019. Et ils savent qu'il serait très difficile de se relever malgré toute leur solidarité envers le peuple palestinien. Il serait très difficile de se relever d'un conflit de haute intensité avec Israël. Et donc ça, c'est le côté du Hezbollah. Et en face, il y a Israël où la situation est un petit peu plus floue, je crois, parce que le côté libanais est assez clair, il me semble. Les Libanais ne veulent pas rentrer dedans, le Hezbollah ne veut pas aller plus loin. D'ailleurs, quand Israël a frappé Dahiyeh, la banlieue sud de Beyrouth, le 2 janvier, pour tuer le numéro 2 du Hamas, Salah al-Arouri, c'était un coup très dur pour le Hezbollah parce que c'est son fief qui a été frappé. Mais finalement, le mouvement chiite a répliqué de manière très mesurée, très calculée, en frappant une base militaire au nord d'Israël. On voit qu'il y a une mesure qui est assez forte d'un côté, bien que le Hezbollah instrumentalise toutes ces questions il faut rappeler que les attaques du Hezbollah ont entraîné un déplacement de la population israélienne qui ne peut plus vivre dans les localités au nord d'Israël. Je suis pas en train du tout de minimiser cela, mais voilà, du côté libanais, le message politique est assez clair et du côté israélien, il me semble que c'est un petit peu plus flou parce que les Israéliens globalement ne veulent pas rentrer dans un conflit de haute intensité, un conflit régional avec le Hezbollah et avec d'autres alliés de l'Iran. Mais les voix au sein du gouvernement, même au sein de l'armée israélienne, sont de plus en plus, en tout cas, des voix sont présentes pour un conflit plus intense avec le Liban qui viserait à une bonne fois pour toutes en finir avec le Hezbollah. Donc Israël a demandé au Hezbollah de se retirer derrière le Litani, qui est ce fleuve qui traverse le Liban jusqu'à assez en profondeur en fait dans le territoire libanais. Évidemment, le Hezbollah ne va pas le faire parce que ce serait se retirer trop loin de la frontière et le mouvement chiite ne peut pas se permettre une telle défaite politique auprès de sa base. Il a pour but, le Hezbollah, de se maintenir à la frontière, de montrer qu'il est présent, notamment parce que pour ses soutiens chiites, la population, enfin, qu'on appelle aussi clientèle, parce que voilà, c'est aussi des relations clientèle que les soutiens du Hezbollah ont avec ce groupe. Il se doit de protéger le territoire libanais parce que l'armée libanaise n'est pas en mesure de le faire. Donc, si les Israéliens continuent leur demande et considèrent que le Hezbollah est une menace trop grande pour Israël, peut-être que il pourrait y avoir un conflit plus intense au Liban.
hier, il y a la ville de Nabatie qui a été touchée, donc c'est encore une fois assez profond dans le territoire libanais. Les frappes israéliennes sont assez violentes, de plus en plus violentes depuis début janvier. Donc, on peut craindre que, en tout cas, du point de vue libanais, et même, je pense, du point de vue des personnes qui travaillent sur les relations entre le Hezbollah et Israël, la provocation vient plutôt du côté israélien. Euh, Est-ce que Israël est en train de tester le Hezbollah? C'est aussi une question de voir jusqu'où le Hezbollah peut aller. C'est quand même un jeu assez dangereux à jouer au vu de l'instabilité très forte aujourd'hui au Moyen-Orient. Mais la situation au Liban reste très instable et le risque de voir les choses dégénérer sont plus euh, sont plus présents qu'avant le 2 janvier durant cette frappe à Darkié. Voilà, c'est avant on se disait bon bah voilà pour que ça dégénère, il faudrait quand même une escalade progressive de la situation. Et là, une seconde frappe à Darkié qui viserait à tuer un haut responsable du Hamas n'est pas inenvisageable. Donc les choses peuvent aussi dégénérer au Liban assez rapidement. Juste un petit mot sur la population libanaise. Je pense que beaucoup de Libanais ont été un petit peu surpris de voir que le Hezbollah avait autant de retenue, on va dire, sur ce terrain, parce qu'il peut aussi paraître en position de faiblesse. Donc, c'est un risque à prendre pour le Hezbollah de frapper de manière très limitée sur voilà, des cibles militaires qui n'engendreraient pas vraiment de dégâts. Voilà, c'est un risque à prendre parce qu'il peut paraître faible auprès de sa base électorale. Donc certains Libanais ont été un peu étonnés, même des opposants au Hezbollah se disent bon bah on n'attendait peut-être pas ça du Hezbollah et c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait cette retenue. D'autres Libanais auxquels j'ai parlé sont plutôt critiques du Hezbollah et affirment que le groupe n'aurait pas dû rentrer dans euh, dans ce conflit avec Israël. C'était pas son rôle, notamment vu la situation catastrophique dans laquelle le Liban est sur le plan économique et de certains déplacés de guerre auxquels j'ai parlé qui sont aujourd'hui réfugiés à Tyr, pardon, et qui vivaient vraiment à la frontière avec Israël et qui ont dû se réfugier dans des zones un petit peu plus sûres, sont pas tous très contents de la situation et sont plutôt critiques du Hezbollah en disant que bon bah eux tout ce qu'ils veulent c'est retourner chez eux, mais ils sont évidemment bien plus critiques d'Israël qui par ses bombardements a détruit déjà beaucoup de non seulement de champs agricoles mais aussi de maisons dans le sud Liban. Et les dommages pour cette population qui est plutôt modeste, qui vit de l'agriculture, sont extrêmement forts aujourd'hui à la frontière libanaise, quoi. Inès, un grand merci pour la richesse de tes analyses. C'était substantiel. Euh, écoute, je pense qu'on aura certainement, hélas, dirais-je, l'occasion d'échanger à nouveau sur ce sujet. D'ici là, bien bon travail de terrain Alors, juste si, oui. ouais, je voudrais rajouter un petit mot. Je sais que j'ai pas abordé ça. Il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de l'élection américaine à l'automne prochain. Euh, Parce que tu avais évoqué la question de comment se positionnent les médiateurs dans les possibles discussions sur une solution politique à Gaza, sur la solution à deux États. Il y a des médiateurs qui émergent, hein, enfin, qui ont toujours été présents. L'Égypte a toujours été un médiateur assez important dans les questions israélo-palestiniennes. Je crois que l'Arabie Saoudite, de son côté, elle joue plutôt la carte d'attendre que les choses passent et de ne rien, parce qu'on sait qu'ils étaient en négociation avec Israël pour une normalisation, donc c'est un petit peu gênant pour eux. Donc ils attendent que les choses passent et ils jouent pas vraiment de rôle important pour l'instant. Le Qatar joue un rôle important pour ce qui est des négociations pour les deals sur la libération des otages. Est-ce qu'il peut jouer un rôle important sur
des négociations en vue d'une solution politique, de solution à deux États, c'est quand même très dur à dire. L'acteur le plus à même de jouer ce rôle, c'est les États-Unis. Et évidemment, l'échéance électorale dira beaucoup du futur, parce que Donald Trump s'est positionné, s'est placé dans une position très favorable au narratif de la droite israélienne quand il était au pouvoir. On ne sait pas trop ce qu'il va faire s'il est de retour à l'automne prochain. Il risque d'amener encore plus d'instabilité dans cette région déjà très instable. Par contre, si Joe Biden est réélu, on peut imaginer, vu que c'est son second mandat, qu'il aura un petit peu plus de la main libre pour faire pression sur les Israéliens et notamment sur la solution à deux États. Je voulais juste ajouter ça, désolée, parce que c'est vrai que je l'avais pas Non, mais abordé. tu as raison, parce qu'en plus, on s'était un peu évoqué dans une question, donc tu as bien fait de compléter. Comme Voilà. Inès, et puis bah, bon travail en Ukraine et bon courage Merci. en Ukraine et en Géorgie, et on se dit à bientôt. Ouais, Merci. à bientôt. Merci à toi.